Bien sûr, commencer par quelques chiffres en Grand Est. Donc nous, on a un taux 2018 de Chirambu, donc le périmètre classique IGAS-IGF, de 55,7. Si on regarde le tableau à droite, on n'est pas forcément des bons élèves, puisqu'on est plutôt en bas de tableau. Mais du coup, il faut regarder la courbe, puisqu'on a quand même une progression qui est équivalente à celle du national. On progresse aussi vite que le national, sans pour autant arriver à les rattraper. Néanmoins, je vous ai mis la courbe verte, qui est plutôt l'écart entre le taux Grand Est et le nôtre, et on voit que l'écart se réduit à partir de 2016. Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi il se réduit. Est-ce que c'est le national qui décélère ou est-ce que c'est nous qui accélérons? En fait, c'est le national qui décélère, son rythme de croissance annuelle diminue à partir de 2016, et nous, on reste constant, ce qui fait qu'on le rattrape petit à petit. Donc comment je traduis ça? Je traduis ça qu'en fait, que nous, on a une dynamique en région qui reste stable et qui se maintient, et donc c'est plutôt encourageant, et c'est tout l'objet de tout notre programme d'accompagnement, c'est-à-dire arriver à maintenir cette dynamique pour pas que ça se relâche et pour continuer à progresser sur ce taux. Alors, sur le programme d'accompagnement, donc bien sûr, chirurgie ambulatoire, axe prioritaire du PRS, du premier PRS, du PRS en cours. C'est aussi pour nous un axe prioritaire du PAPRAPS. Et tout l'objet, c'est bien sûr de ce second PRS, c'est de renforcer toutes les démarches qui sont en cours, toutes les actions qui sont en cours. Et on a pris un virage dans le PRS2 qui était vraiment d'avoir une double approche, c'est-à-dire plutôt de parler d'augmentation du taux de Chirambu, de vraiment avoir une vision parcours à travers l'optimisation du parcours en chirurgie. Donc on a une approche à la fois de pertinence et de qualité, une approche de performance, et on essaie de travailler autour de ça, de conjuguer ces deux approches pour accompagner les établissements. Donc, si on revient un peu sur l'historique, on a commencé en 2016 avec des mesures de financement à l'investissement, c'était du fonds FMESP, à peu près toutes les ARS de France y ont eu droit. On a injecté environ 1 million d'euros d'aide à l'investissement en région Grand Est. Donc c'était justement pour des mesures de fast track, du SI, revoir un peu l'organisation des UCA. On a également fait un benchmark bloc UCA, tout comme la RS Bourgogne-Franche-Comté, j'y reviendrai juste après. Et puis bien sûr, chaque année, on a les mesures un peu, on va dire, classiques de mise sous accord préalable, bien sûr les dispositifs Prado, et on met aussi beaucoup de données à disposition des établissements pour qu'ils puissent se comparer avec données équivalentes, case mix équivalents, pour qu'ils puissent un peu se situer au niveau de la région et identifier un peu leur potentiel. Alors, sur le benchmark bloc UCA, je ne vais pas le redécrire puisque c'est le même programme que mes collègues de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, vu que le programme est terminé, moi, je vais juste revenir un petit peu sur les résultats. Effectivement, mettre des établissements ensemble, faire du retour d'expérience, créer une dynamique régionale, ça fonctionne. C'est tout l'objet et tout l'intérêt de ces démarches-là, puisqu'on territorialise l'accompagnement. Et nous, on a, donc je vais juste sur le carré bleu qui est le résultat de la démarche, on a en moyenne en Grand Est un taux annuel moyen de hausse entre 1,7 et 2 points. Et les établissements qui ont eu le coaching pendant 1 an, eux, ils sont passés à 3 points après le coaching. Donc on constate quand même une hausse de l'accélération, donc c'est qu'il y a quand même des résultats qui sont probants et que ça marche. Sachant qu'en Grand Est, on a une hétérogénéité des situations qui est extrêmement grande, avec un gradient ouest-est extrêmement fort. Vous imaginez bien qu'entre les Ardennes, la Haute-Marne et Strasbourg, on n'a pas du tout sur la même problématique. Donc il faut vraiment qu'on soit auprès des équipes pour personnaliser, territorialiser les plans d'action et les accompagnements qu'on peut mettre en place. Donc, nous, on a aussi lancé une démarche RAC. Pourquoi lancer une démarche RAC? Parce que justement, ça a été dit toute la matinée par les savantes, effectivement, on voulait une démarche beaucoup plus globale. On voulait une démarche qui permet de globaliser l'ensemble du parcours patient, à la fois sur le volet qualité et sur les performances. Donc, c'est vraiment ce que permet de faire la RAC. Donc, j'aurais pas, on en a beaucoup parlé ce matin, mais du coup, on a mis en place un programme, à l'instar d'autres agences. On n'a pas la première à le faire, on n'a fait que prendre le pli. C'est un système de compagnonnage où c'est des services référents qui font déjà de la RAC de manière avancée en région, qu'on a identifiés, qui vont venir, encore une fois, faire de retour d'expérience, de l'échange de bonnes pratiques auprès d'établissements dits candidats. Et tout ça est organisé par l'agence. Donc encore une fois, le but, c'est de repérer les potentiels, mettre un plan d'action et bien sûr développer tout ça à travers un système de compagnonnage entre services référents et services candidats. Donc nous, on a 16 établissements concernés pour la vague 1. Ça représente du coup 24 services de chirurgie sur 4 spécialités. Donc on a démarré en février, donc ça commence. Et il y a une vraie dynamique déjà qui s'est lancée puisqu'on a eu les premiers groupes de travail et
on a déjà une sorte d'émulation qui vient des équipes. On a un peu du mal à suivre d'ailleurs parce qu'elles nous demandent beaucoup de choses et on n'a pas forcément, on est un peu en retard pour les équipes. On essaie de suivre un peu en termes de remettre de la disposition, de la documentation à disposition, mais les équipes avancent très très vite. Donc ça c'est plutôt positif. Bon, je ne reviens pas forcément sur les 3 phases, hein, c'est classique, hein, une phase autodiagnostique, une phase de plan d'action et bien sûr après une grande phase d'accompagnement où là c'est très important le retour d'expérience des uns et des autres et surtout on a mis en place dans la phase 3 une journée ville-hôpital où justement pour créer et pour que les professionnels de la ville puissent rencontrer les chirurgiens, les équipes, les anesthésistes, les équipes paramédicales qui vont faire de la RAC pour faire connaître ce dispositif et qu'elles puissent s'organiser. Donc ça, on n'a pas encore fait, on va voir ce que ça peut donner l'année prochaine. En termes de perspective, 5 grands axes. Nous, bien sûr, on veut continuer ce lien et de rester auprès des équipes de terrain. On est en train de former l'ensemble des CEPAM, puisqu'on travaille en partenariat avec l'assurance maladie sur tous ces sujets-là, l'ensemble des CEPAM et des délégations territoriales à l'outil VisuShir. Dr Montant vient d'ailleurs demain à Nancy pour la première session. Et ensuite, on a pour projet de faire des visites conjointes d'été CEPAM dans les pôles, dans les services, pour venir expliquer VisuShir, pour parler potentiel, venir challenger les équipes et engager le dialogue avec les équipes autour de VisuShir et des données que peut sortir l'outil. On va bien sûr lancer une seconde vague d'accompagnement sur la RAC. On priorise vraiment sur cette thématique-là pour renforcer le virage ambulatoire. Et on a une réflexion en cours sur relancer un benchmark UK au vu des résultats, mais il faut arriver à pouvoir faire les deux ensemble et ce n'est pas forcément simple de mobiliser toutes les équipes sur 2 projets différents, donc il y a une sorte de calendrier. Pour l'instant, on fait le choix de prioriser sur la RAC. Bien sûr, maintenir et renforcer une dynamique institutionnelle. On va bien sûr venir contractualiser, puisqu'il faut que les directions d'établissement restent investies. Il faut bien sûr mobiliser les équipes soignantes et médicales, et aussi mobiliser les directions. L'un ne va pas sans l'autre, parce que si la direction ne suit pas les équipes médicales, il ne peut pas y avoir, et puis il y a besoin d'un investissement et d'un suivi de la part de la direction des établissements. Et d'ailleurs, dans notre contrat RAC, un membre de la direction doit être présente à tous les ateliers pour pouvoir suivre et faire les investissements nécessaires pour développer la RAC. Bien sûr, on a aussi des expérimentations en cours en région qu'on suit, des JOS 5K, hôtel patient, on en a 4. On a fait un retour d'expérience. Nous, il y a un vrai potentiel de développement de Chirambu avec l'hôtel patient parce qu'on a des territoires où les gens viennent de très loin, donc l'hôtel patient est un outil assez intéressant. Et enfin, bien sûr, l'évolution de l'offre, bien sûr, j'y reviens pas, mais surtout l'innovation comme un levier. Nous, on a reçu 162 projets au titre de l'innovation dans le cadre de l'article 51 et de l'appel à projet d'innovation régionale, 162. Il n'y en a que très peu qui finalement chez nous portent sur le renforcement du virage ambulatoire, notamment en chirurgie. J'en ai 2. Et donc je pense que pourtant il y a un vrai levier à trouver des nouvelles modalités pour renforcer le virage ambulatoire à travers des nouvelles modalités de prise en charge ou de dispositifs en amont ou en aval de l'hospitalisation. Voilà, j'avais 10 minutes, je pense que j'ai respecté le timing. Je vous remercie et il y aura des questions.